Merci au président de la DCF ainsi qu'au président de la Fédération nationale des centres de gestion, mon collègue et ami Michel Yeria, de leur invitation à participer à votre colloque. Malheureusement, mon emploi du temps ne me permet pas d'être parmi vous, mais c'est avec plaisir que je vais répondre à quelques questions ou vous faire quelques commentaires sur le texte de loi qui a été adopté la semaine dernière par le Sénat sur la déontologie des fonctionnaires. Alors ce texte de loi sur la déontologie comprenait deux volets. Il y avait un premier volet concernant la déontologie des fonctionnaires, concernait les fonctionnaires de la fonction publique d'État, hospitalière et territoriale, dont le nombre ou la qualité qui sera soumise aux règles déontologiques sera arrêtée par décret. Et puis vous avez tous les magistrats d'ordre administratif, les magistrats d'ordre financier, le Conseil, les membres du Conseil d'État qui sont également concernés. J'ai veillé en ma qualité de rapporteur, avec l'assentiment de la Commission des lois, à ce qu'il y ait une harmonisation aussi parfaite que possible avec les dispositions adoptées antérieurement dans le cadre de la loi de 2013, la loi sur la transparence de la vie publique, concernant les parlementaires, les membres du gouvernement et les hauts fonctionnaires tels que les préfets, et également une loi qui a été adoptée dans le courant de l'année 2015 concernant les magistrats judiciaires. Donc cette harmonisation globalement s'est bien faite et il n'y a pas eu, je n'ai pas en mémoire de nos débats, de divergences profondes que nous ayons rencontrées dans le débat parlementaire. Sur le plan déontologique, dans les mesures adoptées et auxquelles les fonctionnaires devront se conformer, nous avons introduit la notion de droit de réserve. Alors, certains considéraient que ce n'était pas la peine d'apporter cette précision dans la loi parce qu'elle allait de soi. Ceci étant, au moment où on parle de déontologie, il nous a paru inutile d'ajouter cette notion de droit de réserve pour les fonctionnaires. Et surtout également, au moment où on parle beaucoup de la laïcité, cette notion de laïcité également a été introduite d'une manière très claire dans les textes. C'est une disposition qui s'applique à l'ensemble des agents de la fonction publique, comme toutes celles et tous ceux qui exercent des responsabilités à quelque niveau que ce soit, au niveau local, au niveau départemental, au niveau régional, a fortiori au niveau national. Donc la laïcité a une place importante dans ces notions attachées à la déontologie. Ensuite, nous avons eu des dispositions sur le cumul d'activités. Le Sénat a assoupli le dispositif qui venait de l'Assemblée nationale, donc ce qui donne un peu plus de souplesse, qui permet à un fonctionnaire de cumuler à la fois son activité à temps incomplet ou à temps complet avec une autre activité à temps partiel ou à temps complet dans le privé. On pense notamment aux auto-entrepreneurs. Donc cette possibilité subsiste. Là, on a eu un différend avec le gouvernement, différent d'appréciation, le gouvernement souhaitant restreindre un peu plus ce champ d'intervention. Une autre mesure que nous avons prise concerne les agents de catégorie C, puisque j'avais été, lorsque les lois Eiffel avaient été débattues au Sénat dans les années 90, l'auteur de l'amendement qui avait permis aux communes de faire du recrutement direct des agents de catégorie C. Cette disposition avait été adoptée, elle fonctionne maintenant depuis quelques décennies et à ma connaissance n'a souffert d'aucune difficulté. Mais le gouvernement a considéré qu'il y avait un manque de transparence dans ce recrutement, considérant qu'il peut y avoir du copinage ou des facilités qui pouvaient être faites au recrutement de certains agents. À mon avis, c'est un mauvais procès d'intention de la part du gouvernement et nous avons maintenu cette possibilité de recrutement direct. Mais la faculté reste offerte à ceux qui veulent organiser le recrutement selon d'autres modalités, donc de pouvoir le faire. Donc nous avons maintenu ce point de telle manière à ce que les petites communes ne se trouvent pas confrontées à cette difficulté de recrutement. Nous avons également pris des dispositions concernant les reçus collés. Les reçus collés, le texte prévoyait d'allonger d'une année supplémentaire la présence sur la liste des listes d'aptitude. Nous avons considéré que ce n'était pas la bonne réponse et qu'en fait on ne faisait que reculer d'un an une situation qui ne traduisait pas la réalité de ce que nous connaissions sur le terrain. Et j'ai proposé un amendement qui a été adopté qui a consisté à ce que les candidats qui ont été reçus donc en concours et qui figurent sur la liste d'aptitude devront chaque année
informer le centre de gestion de la situation dans laquelle il se trouve. Parce que des auditions auxquelles j'ai procédé, j'ai relevé qu'en réalité, le nombre des reçus collés représentait un pourcentage très faible. C'était de l'ordre de 5%, ou voire inférieur à 5%. Et il y a eu un amendement également du groupe socialiste que je crois avoir accepté, qui demandait aux centres de gestion également de leur côté d'assurer ce suivi, pour savoir ce qu'étaient devenus ces candidats, est-ce qu'ils avaient retrouvé une activité, est-ce qu'ils étaient toujours en attente d'un emploi. Et il me semble qu'avec ces deux mesures, nous devrions dégonfler très sensiblement dans la liste d'attitudes de ce que l'on appelle les reçus collés. Après, il y aura les 3 ou 4% pour lesquels il faudra que nous les aidions peut-être à trouver. Il y a la bourse de l'emploi qui peut être une voie utilisée pour ces candidats. Vous savez aussi que aujourd'hui, nous ne trouvons pas toujours par la voie du concours des professionnels pour des métiers exercés dans nos collectivités, parce que, je vais prendre comme par exemple les médecins, il nous faut des médecins du travail pour les services de prévention. Bon. Aujourd'hui, il faut organiser un concours. Alors le concours, ça prend du temps. On n'organise pas un concours pour recruter 2 ou 3 médecins. Il faut que ce soit à un niveau, si ce n'est minimum, voire interdépartemental, voire régional, si ce n'est national. Or, c'est devenu assez difficile de trouver des professionnels qui répondent au statut et au métier. Donc on a considéré qu'aujourd'hui, plutôt que passer par la voie du concours, pourquoi ne pas faire du recrutement sur diplôme, sur titre, d'un certain nombre de professionnels qui recueillent toutes les compétences pour pouvoir exercer ce métier. Alors pour le médecin, je ne sais pas si c'est le bon exemple que j'ai pris, parce qu'il est vrai que pour le médecin, on souhaite pouvoir la possibilité de recruter des médecins généralistes, mais le médecin généraliste, les professionnels disent, ce n'est pas le médecin du travail. Il peut y avoir une discussion avec l'ordre des médecins. Mais on peut très bien recruter un médecin généraliste qui suit une formation qui lui permettra d'être complètement opérationnel en cas de médecin du travail. Mais l'exemple du médecin peut être vrai pour d'autres métiers pour lesquels des diplômes sont reconnus au niveau national. Pourquoi obliger ceux qui ont le diplôme de repasser un concours, ce qui est source de dépenses pour les centres de gestion et qui est source de difficultés et qui nous fait perdre du temps. Enfin, il y a un autre sujet qui a fait l'objet d'une loi dans le gouvernement précédent, qui était la loi Sauvadet. La loi Sauvadet s'était fixée pour objectif de sortir de la précarité un certain nombre d'agents et d'amener vers la tutélarisation de nombreux agents qui avaient le statut de contractuel ou qui étaient dans un emploi, dans des formes de CDI, contrat à durée indéterminée, sans avoir le statut de la fonction publique. Alors ces lois Sauvadet, leur application devait s'éteindre en 2016 et j'ai proposé de les prolonger jusqu'en 2020. Donc le dispositif est allongé, ce qui permettra à un certain nombre d'agents de pouvoir opter vers la fonction publique en qualité du titulaire et de sortir de la précarité donc les agents qui s'y trouvent. Mais il ne faut pas non plus que certains considèrent que c'est une forme d'appel d'air auprès des employeurs pour qu'ils puissent à nouveau employer des personnes en qualité de contractuels. Donc on essaie de réduire donc le nombre de personnes qui ne sont pas qui n'ont pas le statut fonction publique. Ensuite, il y avait un deuxième volet qui est un volet social. Le volet social, lui, avait pour objectif d'introduire dans la loi des dispositions qui traduisaient donc le dialogue social qu'avait engagé le gouvernement avec les syndicats. Donc ceci s'est traduit par une multitude de dispositions qui concernent les 3 fonctions publiques. Et l'objectif du gouvernement, qui était aussi un objectif partagé et auquel j'ai veillé, c'est une harmonisation des dispositions entre les 3 fonctions publiques, avec ceci étant, malgré tout, quelques spécificités liées à chacune de ces trois fonctions publiques. Certaines ont fait débat, je pense notamment aux sanctions disciplinaires qui figurent
pour ce qui concerne les 3 jours dans le premier groupe pour la territoriale et qui ne figurait pas dans le premier groupe pour l'État et l'hospitalier. Et Mme Descancrenier, ma collègue de l'Assemblée nationale, avait élevé au premier groupe cette sanction pour les 3 fonctions publiques, ce qui évidemment avait provoqué l'hostilité des fonctionnaires, des syndicats, et qui agréait les employeurs territoriaux. Alors j'avais trouvé une disposition qui tendait à aller vers une mesure qui permettait de maintenir donc cette disposition dans le premier groupe, tout en ayant une possibilité de recours pour le syndicat s'il considérait cette décision comme abusive. Et pour finir, par un amendement de Mme Di Folco, ma collègue présidente du Rhône, cette disposition a sauté. Sur les mesures concernant le Conseil de discipline, le gouvernement souhaitait que les conseils de discipline ne soient plus présidés par un magistrat d'ordre administratif et voulait que ce soit l'employeur, c'est-à-dire le centre de gestion, qui préside ces conseils de discipline. Nous avons considéré que ce n'était pas une bonne mesure, parce que l'employeur aurait été à la fois juge et partie. À mon avis, c'était ni dans l'intérêt des employeurs, ni dans l'intérêt donc des salariés. Nous avons maintenu la présidence par le juge administratif. D'ailleurs, cette demande est une demande unanime, à la fois des syndicats, à la fois des magistrats, mais également de l'Association des maires de France. Donc nous n'aurons pas eu trop de difficultés à obtenir donc ce maintien. Peut-être que cela fera débat avec l'Assemblée nationale, car il me semble que la demande de changement de présidence venait plutôt des villes ou des grandes agglomérations qui souhaitaient garder la main totale sur ce dispositif, mais qui aurait été complètement inadapté pour ce qui concerne les autres communes, notamment les communes affiliées au centre de gestion. 2 autres mesures ont été retenues qui peuvent intéresser donc les participants à votre colloque. Ce sont des mesures sensibles qui sont polémiques, mais que la majorité sénatoriale a souhaité prendre. La première sur les jours de carence. Vous savez que le gouvernement était revenu sur le jour de carence. On était passé, je crois, de 3 à 1. Et nous en avons vu les effets immédiats. C'est que les dépenses supportées par les collectivités ont explosé à nouveau comparé à ce qu'il était lorsqu'on était avec un seul jour de carence. Donc on a rétabli les 3 jours de carence. Et là, une majorité assez large s'est dégagée sur ce point. Et une autre mesure que nous avons prise également, c'est sur le temps de travail. Vous savez que dans la fonction publique, il est possible de déroger au temps de travail des 35 heures, de pouvoir travailler à 32 heures. Nous avons considéré que dans la conjoncture que nous connaissions, le moment était venu de revenir sur ce dispositif, de supprimer cette dérogation et de considérer que le temps de travail dans la fonction publique devait être de 35 heures. Un point que nous avons traité également, c'est celui des compétences des centres de gestion. Les centres de gestion ont un certain nombre de compétences obligatoires que la loi leur confie et ont, par l'application de l'article 25 de la loi de 84, si je ne me trompe pas, la possibilité d'exercer des compétences dites facultatives. Alors, nous avons rendu obligatoire 2 compétences. L'une qui c'est la gestion personnelle, des dossiers personnels des agents. Et la seconde, c'est le compte épargne temps. Donc ces 2 compétences seront assurées par les centres de gestion. Alors, je ne peux pas garantir qu'après le passage en commission mixte paritaire, ce sera confirmé, mais c'est plutôt dans cette direction que nous allons. Et ce que nous avons notamment souhaité, c'est que les centres de gestion disposent d'une plus grande marge de manœuvre pour pouvoir exercer à la demande des collectivités des missions que la loi ne leur permettait pas aujourd'hui. Je pense notamment aux archives, puisque actuellement les archives papier, un certain nombre de collectivités font appel au centre de gestion pour ce faire, mais on pense aux archives numérisées. Ceci posait problème parce qu'il y avait une question qui avait été posée par une de nos collègues du Sénat, Mme Trendley, à la DGCL, enfin au ministre de l'Intérieur. Et la DGCL a répondu que les centres de gestion
qui exerçait cette compétence ne le faisait de manière irrégulière au regard des textes législatifs en vigueur. Donc il était important que nous profitions de ce texte de loi pour corriger cette impossibilité, pour redonner de la latitude, car c'est une demande forte qui vient de l'ensemble de nos collectivités. Et nous savons que si on veut les traiter à un niveau supportable financièrement, il faut que ce soit fait à grande échelle. Même l'échelle départementale, parfois, ne suffit pas. Ça doit être fait au niveau de l'échelle régionale. Il faudra sans doute que plusieurs centres de gestion s'entendent pour régler la question donc, des archives numériques.